Bienvenue sur ce webinaire pour découvrir ou redécouvrir Starbucks et Trino en 30 minutes. Donc, vos hôtes aujourd'hui seront moi-même et Victor. Si Victor, tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, juste pour nous présenter, je suis Martial Coix, je suis directeur régional chez Starbucks en Europe du Sud. Je suis arrivé chez Starbucks il y a à peu près 2 ans et demi, pour lancer les activités de Starbucks sur l'Europe du Sud. L'Europe du Sud étant un territoire assez large qui part de Bruxelles pour passant par Madrid, Lisbonne, la Grèce, l'Italie et une partie de l'Afrique. Et bien évidemment, la France, qui est notre marché numéro 1. Et je serai accompagné de Victor. Victor, si tu veux te présenter en deux Oui, mots. bonjour, donc Victor Coussinet, mon responsable des solutions architectes, avant-vente technique pour Starburst pour l'Europe du Sud, donc plus sur la partie produits et technique. Merci, Victor. Du coup, la journée est assez chargée pour ce matin. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur une présentation de Starburst et de Trino pendant 5-10 minutes. Et ensuite, de faire une démonstration qui sera réalisée par mon ami Victor et garder un peu de temps pour la partie questions-réponses. On va essayer de faire ça rapidement pour terminer vers 11h25, 11h27, pour être très précis. Pour ceux qui doivent partir à 11h30 et pouvoir poser les questions et pouvoir y répondre dans les temps impartis. Et ceux qui peuvent prolonger un peu plus sur ce webinaire, on pourra plonger jusqu'à 11h45. Donc, si je commence sur la présentation de Starburst et de Trino, Victor, si tu es sur la slide suivante. Donc, tout d'abord, Starburst, donc on est nommé la Data Lake Analytics Platform et on est basé sur les solutions open source, sur la solution open source Presto Trino. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Presto Trino, Presto a été créé il y a 10 ans chez Facebook pour adresser un large volume de données dans le Data Lake. C'était à l'époque 300 pétabytes dans Hadoop. Et Presto est devenu Trino en 2021 pour des raisons de trademark avec Facebook. Mais tous les créateurs de Presto et donc de Trino aujourd'hui sont aujourd'hui chez Starburst. On fait à peu près 85-90% du commit de la version open source. Donc Starburst créé en 2017-2018, donc on est toujours une startup. Et donc, on est le moteur analytique de référence et basé sur Presto Trino. On a plus de 200 clients à travers le monde. On a une croissance de 100% year over year. On a 85 au niveau du NPS. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le NPS, c'est le Net Promoter Score. Dans notre industrie, un NPS de 40 est déjà un très bon taux. Donc 85, c'est excellent. Donc, merci à tous nos clients qui nous font confiance. On a une valorisation de 3,3 milliards pour parler un peu des chiffres. On a levé 414 millions de dollars de fonds et on est backé par plusieurs investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Salesforce Venture, Index Venture, etc., etc. Et nous sommes reconnus par un certain nombre d'institutions telles que le Gartner, GigaOm ou encore G2. Je vais passer à la slide suivante, Victor. La problématique à laquelle répond Starburst, donc, voilà, basée sur la version open source, mais tout d'abord, c'est quelle est la problématique à laquelle on répond. La problématique, elle est assez classique. C'est une problématique qu'on voit chez tous nos clients, qu'on voit chez toutes les entreprises avec lesquelles on échange au quotidien. C'est les données sont partout. Donc ça, on n'invente rien. Les données sont partout. Les architectures sont de plus en plus complexes. On voit des architectures qui sont hybrides, qui sont on-premise, qui sont cloud et on-premise. L'intégration des données est coûteuse. On retrouve énormément de flux d'ETL, ELT, des pipelines pour aller chercher les données là où elles sont et les rapatrier dans un data warehouse avec cette philosophie du single source of truth, philosophie qu'on voit depuis 20 ans déjà, avec à l'époque un data warehouse dans le cloud. Aujourd'hui, on parle de cloud data warehouse, mais la philosophie reste la même, c'est de prendre les données là où elles sont, les dupliquer multiples fois afin de les mettre dans un data warehouse, afin de les analyser. Donc, la philosophie de Starburst, c'est de dire arrêtez de tout dupliquer, arrêtez de faire des processus ETL qui sont longs et fastidieux et qui sont coûteux et peu efficaces et lents, et basculer dans un mode, si tu vas sur la slide suivante, basculer dans un mode single point of access, un point d'accès unique à l'ensemble de vos sources de données. Starburst va se positionner vraiment en moteur, en centrale de votre stratégie IT. On peut commencer bien évidemment par des premiers use cases. Et l'objectif de Starburst, la philosophie, c'est de pouvoir permettre d'accéder à toutes les données, peu importe où elles se trouvent, sans les dupliquer. Donc, on a plus d'une 50aine de connecteurs aujourd'hui chez Starburst qui nous permettent de nous connecter à toutes les sources d'informations, qu'elles soient on-premise, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles soient dans un data lake, qu'elles soient dans un data warehouse. Et je reviendrai sur les différents use cases que nous adressons aujourd'hui avec Starburst. En termes de use case, justement, le premier use case, et qui était à la philosophie, à l'initiative de Presto Trino aujourd'hui, c'est d'accélérer l'accès au data lake. Donc, vous avez un data lake avec énormément de données, des pétabytes de données. Comment je peux utiliser mon data lake presque comme un data warehouse, voire comme un data warehouse, en permettant d'accélérer, d'avoir des performances
sur mon data lake. C'est ce que promet aujourd'hui et c'est ce que fait aujourd'hui Starburst. Accélérer l'accès au data lake. Et également la partie modernisation du data lake. On peut utiliser des nouveaux formats type des icebergs, des Woody, des delta lake et pouvoir l'utiliser vraiment comme un data warehouse. La deuxième partie dans ce moderne data lake approche, c'est cette capacité de pouvoir fédérer des données, des sources de données qui sont existantes dans votre écosystème IT. Typiquement, j'ai des données dans mon data lake, mais je veux fédérer avec des données qui sont on-premise ou dans le cloud, qui sont dans d'autres systèmes d'information, dans d'autres sources de données, que ce soit par exemple des bases de données relationnelles, que ce soit du NoSQL, que ce soit du streaming, typiquement comme du Kafka, que ce soit dans des applications comme du Salesforce, du Sapana, etc. Je vais pouvoir cette capacité de fédérer mes données entre mon lake et mes autres sources de données. Et bien, j'ai cette capacité de le faire avec Starburst. On voit aussi beaucoup de use cases chez nos clients qui concernent le data tiering. Donc, c'est typiquement, j'ai des données dans un data warehouse, dans un cloud data warehouse. Et on voit beaucoup de clients aujourd'hui qui souhaitent conserver juste les données chaudes dans le data warehouse et les données froides dans le data lake. Et cette capacité d'avoir Starburst qui est plugué au-dessus du dataware et du data lake et qui fait la fédération entre les deux, ou alors qui va les taper juste dans le data lake ou juste dans le data warehouse. On a aussi des use cases de migration. On a un grand opérateur français qui utilise Starburst pour la partie migration. On a également une banque au Portugal qui l'utilise pour la partie migration. Il faut savoir que Starburst est basé sur un moteur de requête SQL, MPP, c'est du SQL ANSI. Donc, vous avez cette capacité de pouvoir faire typiquement du select from une base de données, insert into un data lake ou une autre source de données. Typiquement, j'ai des données on-premise, je veux les migrer dans le cloud, j'ai cette capacité de le faire avec Starburst. Un autre use case, c'est le cross-cloud analytique. C'est cette capacité de ne pas être vendor lock-in avec un seul cloud, d'avoir une stratégie multi-cloud. On a des clients aujourd'hui qui ont, par exemple, du Azure, du AWS ou encore du GCP et qui ont des données dans les différents clouds et qui veulent pouvoir fédérer et pouvoir analyser les différentes données qui sont dans les différents clouds. Et donc là, ils peuvent cette capacité de pouvoir déployer différents clusters de Starburst dans les différents clouds. Et on a un connecteur qui s'appelle Stargate qui permet de relier ces différents clusters et pouvoir laisser la donnée là où elle est. Ça évite les coûts ingress, par exemple, de redescendre des données du cloud vers l'on-prem ou vers un autre cloud et d'analyser les données là où elles sont. Tout ça nous amène à des use cases qui sont également très métiers avec les data products et les architectures data mesh. Starburst permet d'être le pont entre la donnée IT et la donnée métier via des data products. Et ça, Victor pourra vous le démontrer dans la démonstration qu'il va le faire d'ici quelques minutes. On a des clients dans tous les secteurs d'activité. Donc, on a des clients aussi bien dans le secteur bancaire que dans le secteur télécom, que dans les médias, que dans le retail. Voilà, on a des clients un peu dans tous les secteurs d'activité. Et quand on a lancé l'activité de Starburst en Europe du Sud, en France, avec Victor, il y a 2 ans, on avait 2 clients. Et aujourd'hui, on en a 24, ce qui fait à peu près un client par mois, une entreprise par mois qui rejoint l'aventure. Et donc, merci à eux d'avoir rejoint l'aventure Starburst. Voilà, je voulais faire très rapidement sur la partie présentation de Starburst. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous pourrons y répondre au fur et à mesure ou en fin de session. Et je vais passer la parole à Victor pour entrer dans les aspects plus techniques et soulever un peu plus le capot de la solution. Merci Martial pour cette introduction. Du coup, juste une slide et après vraiment on part de la démo live pour être clair sur Starburst et Trino. Donc Starburst, c'est bien un moteur, donc on ne fait aucun stockage. C'est un moteur SQL distribué, MPP, c'est du calcul distribué, donc aucun stockage. On ne stocke aucune donnée. Le but étant que les analystes métiers, les data engineers vont utiliser leur outil favori de BI, comme on a des intégrations natives dans Tableau, Power BI, Looker, etc. On va pouvoir utiliser des drivers JDBC, DBC, on a des librairies de Python, via du DBT, du Airflow. Bref, on va pouvoir utiliser ces outils analytiques favoris pour se connecter au cluster Starburst qui, lui, ensuite, va se connecter aux sources de données. Donc, un accès natif au data lake ou au stockage de type object storage, on-prem ou cloud, dans les différents clouds publics ou également on-premise, se connecter à différents formats comme Apache Iceberg ou Delta Lake, et évidemment se connecter, vous voyez ici des exemples de logos, à des bases relationnelles, du NoSQL, du streaming. Le but étant de faire de la fédération. Vous allez voir une jointure entre des données qui se trouvent dans un data lake, dans Oracle,
dans MongoDB, dans Kafka, etc. Donc, un moteur SQL MPP avec des fonctionnalités de data product, d'indexation, d'auto-scaling, etc. Et puis, évidemment, chose très importante, une couche de sécurité globale. Donc, suivant qui je suis, comment je me connecte, je vais pouvoir gérer depuis Starburst sur l'ensemble des sources quelles données j'ai le droit de lire ou d'écrire, du data masking, du row level filtering, column level filtering, etc. Donc voilà, c'est juste une slide pour bien représenter la plateforme. Alors, on va passer dans la démonstration. Alors, pour la démonstration, je vais faire ça avec Starburst Galaxy, qui est notre version SaaS. Et puis, je vais vous montrer des aspects du Modern Data Lake. Et puis également Data Product, avec à la fin, je vais utiliser mes Data Products depuis, par exemple, Tableau. Donc, je vais passer ici à Galaxy. Donc, Starburst Galaxy, notre version SaaS, disponible dans les différents clouds. Donc, avec cette interface, avec ce produit, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple, vous allez pouvoir gérer vos clusters, créer vos clusters. Donc, on voit ici, je vais pouvoir créer rapidement des clusters où je veux. Starburst Galaxy est disponible dans AWS, dans la région Europe par exemple, mais aussi dans Azure ou dans Google Cloud. Donc, on va pouvoir comme ça, en quelques clics, créer des clusters avec de différentes tailles, dans différentes régions, etc. Donc, on va pouvoir gérer ces clusters. Ensuite, je vais pouvoir me connecter. Donc là, comment on se connecte? On va créer des catalogues. Donc, on voit ici dans mon environnement de démonstration, j'ai un ensemble de catalogues déjà disponibles sur lesquels je suis connecté. Ça peut être des bases relationnelles, ça peut être du Salesforce, du Data Lake, etc. Ici, je peux simplement, avec 3 clics, créer des catalogues sur des sources de données. Encore une fois, que ce soit sur les Object Storage Cloud, du S3, de la DLS dans Azure, du GCS dans Google Cloud, que ce soit des bases de données relationnelles ou NoSQL, du MongoDB, du Cassandra, de l'Elasticsearch, du Redshift, du Snowflake, du Salesforce. On a même un connecteur Stargate qui va pouvoir se connecter à un cluster Starburst déployé on-premise, etc. Donc voilà ici des exemples de connecteurs que l'on va pouvoir utiliser. Donc, on a un ensemble de catalogues. Maintenant, dans ces catalogues, alors chaque catalogue, si je vais ici dans un catalogue en particulier, si par exemple je vais dans Glue, qui est mon data lake dans S3, à chaque fois, j'ai bien un catalogue avec des schémas, des tables, etc. Donc ça, c'est mes catalogues. Par contre, maintenant, je vais devoir faire une recherche. Comment retrouver les informations au sein de ce catalogue? Donc, par exemple, je veux faire des requêtes sur l'ensemble des sources de données qui parlent de clients. Donc ici, je tape Customer. Okay, donc là, automatiquement, j'ai un moteur de recherche sur l'ensemble des informations, des assets de mon Starburst Galaxy. Donc, je vais aller voir l'ensemble des résultats. Donc, par exemple, un client, un customer, ça peut être à la fois, ça peut être présent dans une colonne, dans une vue, dans une table, dans un schéma, ça peut être présent dans un catalogue, dans des tags aussi. On va pouvoir gérer la sécurité avec de l'AirBack, mais aussi avec de l'ABAC, Attribute Based Control. Ça peut être aussi dans des contacts, dans des propriétaires, etc. Donc là, j'ai un ensemble d'assets qui parlent de clients. Et à chaque fois, je vais pouvoir voir, ben voilà, tiens, ici, j'ai une clé. En fait, ici, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est simplement une colonne qui s'appelle Customer, qui se trouve ici dans la table RFM Base Data, etc. Donc, je vais pouvoir l'éditer. Je vais pouvoir aussi la requêter. Donc là, on va commencer à requêter la donnée. Une fois qu'on a trouvé l'information que l'on cherche, je vais requêter. Donc ici, je vais requêter cette donnée. Donc, on a comme un notebook, on a une interface pour requêter la donnée. Donc ici, si je fais Run, je vais aller dans mon catalogue Glue, dans mon Metastore Glue, pour requêter la colonne client dans ma table RFM Base Data. On voit ici à gauche, apparemment, c'était dans ce schéma, dans cette table, etc. Donc, on va pouvoir requêter. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme requête? C'est là où on arrive avec le Modern Data Lake. Ici, par exemple, je vais pouvoir commencer sur mon data lake à utiliser le fameux format iceberg. Donc, rapidement, pour vous montrer les intérêts de ce format iceberg, je vais pouvoir, donc ici, je vais être sûr que alors, je vais rechercher, on peut rechercher ici par ici. Je vais rechercher par exemple ici, voilà, mes schémas ici dans Glue, en effet, qui parlent de, ici, c'est mon schéma, pardon, Victor C. Iceberg. Donc ici, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une table. Donc, je vais créer une table au format iceberg depuis Postgre. Create table from une base Postgre automatiquement. Et j'ai une table au format iceberg qui a été créée dans mon data lake S3. Et je vais pouvoir après, évidemment, la requêter. D'accord? Et puis même, je peux aller voir exactement, je vais pouvoir aller voir les fichiers. Dans quel fichier, c'est un fichier au format parquet, donc dans quel fichier dans S3 ma table a été stockée.
Je vais pouvoir faire mieux. Ici, je vais créer une table account avec une partition à partir de requêtes, à partir de données qui viennent de plusieurs tables. On voit ici, je fais une requête qui fait de la fédération, qui fait une jointure entre Postgre et SQL Server. Donc, la requête fait une jointure entre Postgre et SQL Server et met le résultat dans une table au format parquet, au format iceberg. Donc là, je vais pouvoir requêter cette table dans directement Glue. Ici, si je regarde dans mon schéma ici, iceberg, normalement, j'ai mes deux tables qui vont apparaître. Voilà, account et profile, etc. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir commencer à m'amuser avec cette table. Donc, par exemple, pour chaque client, clé client, je peux voir dans quel fichier elle est stockée. Je vais pouvoir récupérer ici les partitions. On a bien créé une table avec des partitions. Et ici, encore une fois, les fichiers qui contiennent les données. On voit par partition, j'ai bien différents fichiers. Donc maintenant, quel est l'intérêt d'Iceberg pour moderniser son data lake? Évidemment, je vais pouvoir faire des inserts. Donc imaginez faire des inserts, des updates, des deletes au sein d'un data lake. Donc ici, j'ai inséré une donnée très facilement. Je vais pouvoir voir ici ma ligne que je viens d'insérer. Je vais pouvoir faire un update, mettre à jour une donnée. Imaginez mettre à jour une donnée au sein du data lake très facilement. Je vais pouvoir diléter. Donc, toutes ces opérations qu'on avait du mal à faire au sein du data lake, c'est ce que nous apportent les formats de type iceberg et delta lake. Encore mieux, je vais pouvoir altérer les partitions ou altérer les schémas. Ici, j'ajoute une colonne. J'altère la partition, je change de partition et je continue à faire des inserts. Donc, voilà vraiment la flexibilité du format Apache Iceberg qui nous permettent de faire comme si c'était un data warehouse, mais au sein du data lake, au sein ici d'un object storage de type S3. Donc maintenant, on a fait ce format iceberg. Maintenant, on va faire de la fédération. Le but du jeu étant avec ce moderne data lake, de fédérer des données qui sont dans mon data lake, mais qui sont aussi ailleurs. Donc par exemple, je vais pouvoir créer une vue. Ici, je crée une vue dans mon data lake qui fait une jointure entre Snowflake, MySQL et Glue. D'accord ? Et je vais pouvoir comme ça requêter cette vue. Ça me permet d'ajouter une couche métier avec une vue que les gens vont pouvoir interroger. On voit ici, si je vois ici le détail de la requête, on voit ici que la requête a été analysée, planifiée, etc. Je peux même voir ici combien de données j'ai récupérées de Snowflake, de MySQL, de Glue, et j'ai aussi un plan d'exécution, etc. Maintenant, on va pouvoir travailler aussi avec les data products. Donc, par exemple, cette requête ici, si je n'exécute que cette requête, j'exécute la requête, très bien. Je voudrais la faire accéder via un data product. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ça à un data product. Donc, je fais create data product, soit créer un nouveau data product, soit l'ajouter à un data product existant. Donc, ici, j'ai un produit qui s'appelle Risk Analytics. J'ajoute ce dataset, je vais créer un nouveau dataset au sein de ce nouveau data product. Donc, ici, tiens, je vais l'appeler Webinar 24. Donc, ça, c'est ma requête, d'accord? Et je vais créer ça en tant que vue. Ça peut être une vue matérialisée, ça peut être une table, ça peut être une vue. Donc là, je vais ajouter ce dataset à mon data product. Donc là, maintenant, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir naviguer dans le data product et y accéder depuis un outil de BI. Donc ici, j'ai mes data products sur lesquels aussi, alors je n'ai pas le temps de le montrer, mais j'ai toute la sécurité. Je vais pouvoir gérer des tags, des permissions, des privilèges, etc. Mais ici, si je vais dans mon Risk Analytics Data Product, on va aller voir ce Data Product, qu'est-ce qu'il a? Donc lui ici, on va avoir des informations métiers. Donc un résumé, une description, un ou plusieurs propriétaires, des liens pour avoir plus d'informations sur les informations de ce Data Product. Je vais pouvoir voir quand il a été créé, quand il a été updaté. Et vous voyez ici que la description, je peux mettre vraiment ce que je veux. C'est un langage, c'est du Markdown. Je vais pouvoir mettre des images, des liens, des widgets, etc. Donc ici, un data product, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, un data product, ça va être un schéma. Donc là, je vais aller voir le détail de ce schéma et normalement, je vais retrouver mes datasets. Donc ici, j'ai bien mon schéma. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans ce data product, dans ce schéma? En fait, on avait déjà 3 tables, avec pourquoi pas un tag associé à une des tables. Je vais aussi avoir des vues. Donc ici, on a une vue. Et tiens, on a justement une nouvelle vue qui s'appelle Webinar 24 qui a été créée au sein de ce data product. Alors, on a un certain nombre d'informations. On va pouvoir gérer les privilèges au sein de ce dataset. On va regarder les audit logs, le query history, etc. On va s'intéresser à cette vue que j'ai créée, à ce dataset que j'ai créé. Donc, si je clique sur Webinar 24, on voit quoi? On voit en effet les colonnes de ce dataset. Je vois pourquoi pas des métriques. Je vais voir la définition. Donc, ça, c'est bien la requête
qui a été créé, qui a été utilisé pour créer ce dataset. Je vais pouvoir voir les données, pourquoi pas. Donc là, si on revoit les données ici avec ce cluster, on va revoir les données évidemment que j'ai, qui étaient le résultat de cette requête. Et chose très intéressante, par exemple, on va pouvoir voir le lineage. Regardez ici, je vois automatiquement, regardez, on voit que cette vue a été créée à partir de ces données. Et si je vais par exemple dans Account, vous vous souvenez Account, Account c'est au format iceberg, ça a été créé à partir de la table SQL Server et à partir de la table Postgre. Donc là, on va avoir du lineage pour comprendre comment le dataset du data product a été créé. Alors maintenant, sur la sécurité, on va pouvoir gérer les privilèges. Pourquoi pas ajouter des privilèges. Ici, on a déjà des privilèges par défaut. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, sur la colonne, je vais ajouter un tag. Je vais ajouter un tag sur lequel j'ai déjà des privilèges. Je veux dire que le compte, c'est une information PII. Okay, donc là, ici, il y a un ensemble de tags. Et je dis, tiens, ça, c'est PII account. Okay, j'ajoute un tag sur la colonne. Je sauvegarde ce changement. OK. Maintenant, je veux interroger ça à partir de mon environnement BI. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Tableau. Donc là, maintenant, je suis dans Tableau Software. Je suis connecté à Galaxy avec au choix user password, OAuth, etc. Okay. Donc là, dans mon environnement de BI, je vais me connecter à mon catalogue. Donc ici, par exemple, c'était mon catalogue Oracle. Donc là, suivant qui je suis, je n'ai pas le droit d'accéder à tout. Donc là, je vais repartir sur mon catalogue Glue, dans lequel j'ai créé mon data product. Donc là, je vais récupérer l'ensemble des schémas sur lesquels j'ai un accès. Donc on retrouve ici mon data product risk analytique. Vous vous souvenez qu'un data product est lié à un schéma. Donc ici, c'est mon schéma risk analytics. Et normalement, je vais retrouver mes datasets, dont mon nouveau dataset. Vous voyez ici, j'ai un nouveau dataset Webinar 24 que je viens de créer. Donc là, je vais aller regarder ce Webinar 24. Parfait. Donc là, je suis en direct connexion dans Tableau. Je suis en connexion live depuis Tableau sur Galaxy. Je vais mettre à jour pour avoir un aperçu de ces données. Donc là, c'est Tableau qui interroge Starburst. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la colonne compte number est masquée. Pourquoi elle est masquée? Tout à l'heure, je la voyais, maintenant elle est masquée. Pourquoi elle est masquée? Parce que j'ai ajouté un tag dessus. Et parce que sur ce tag, j'ai un privilège. Donc là, on peut voir ce qui s'est passé aussi dans Starburst. Mais directement, on va aller par exemple sur un autre dataset. Donc ici, par exemple, j'ai déjà, dans cette connexion, ici, j'ai créé un rapport sur Credit Card Risk. Credit Card Risk. Je mets à jour, je regarde les informations. Donc pareil, ici, j'ai une colonne qui est masquée, mais surtout, j'ai un rapport. Ici, j'ai créé un rapport qui est la moyenne du score FICO et la somme des délinquants de paiement par année. Qu'est-ce qui s'est passé? Tableau a automatiquement généré une requête SQL qu'il a envoyée à Galaxy, qu'il a exécutée. Donc, si je repars maintenant dans Galaxy, on va pouvoir aussi monitorer l'ensemble des requêtes. On peut même scheduler des requêtes. On peut automatiser des requêtes. Ici, je vais aller voir l'historique de mes requêtes. Donc ici, si je regarde l'historique de mes requêtes, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai une requête qui est arrivée à l'instant. Qu'est-ce que c'est cette requête? Alors, c'est cette requête-là. Par contre, ce n'est pas cette requête que je voulais. Je vais essayer de rafraîchir. Moi, je veux voir la requête qui a été générée par Tableau. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, normalement, c'est celle-là. Oui, en fait, c'est celle-là qui a été utilisée par Tableau pour faire ma requête. Donc, Tableau a fait une requête, vous voyez ce cast, etc. Ça, c'est Tableau qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait un cast sur le dataset qui s'appelle Credit Card Risk. Et qu'est-ce que c'était en fait Credit Card Risk? Si on regarde dans le data product ou si on regarde ici, en fait, c'était une jointure entre Snowflake, Redshift et S3. Donc, dans cette petite démonstration, vous avez vu simplement comment j'ai créé comment j'ai interrogé des data lakes, comment j'ai alimenté un data lake au format Apache Iceberg, comment j'ai fait de la fédération entre mes données du data lake au format Iceberg avec des données qui se trouvent ailleurs, dans des bases relationnelles ou NoSQL ou Kafka, comment j'ai créé un data product ou alimenté un data product à partir de nouveaux datasets, qui est soi-même une jointure entre plusieurs datasets, comment j'ai ajouté de la sécurité, et enfin, comment j'ai pu interroger ça depuis mon outil de BI. Donc en fait, ici, on peut aussi utiliser d'autres interfaces, d'autres clients pour interroger Galaxy, que ce soit un outil de BI classique, que ce soit DBT,
tabular, que ça soit du Python, etc., etc. Donc voilà, j'en ai fini avec cette démonstration. Je pense qu'on est dans l'heure. Donc j'espère que cela a été clair et que ça vous a donné des idées et des questions, des commentaires. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires. Je vous remercie.